Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier de préparation de l'opération Pyramide-les-Îles qui se déroule dans des conditions un petit peu particulières. Vous savez qu'on avait prévu de se rencontrer en présentiel aujourd'hui et suivant les bonnes habitudes désormais, on avait prévu aussi un plan B. Compte tenu des conditions sanitaires, on a été amené à déclencher cette organisation en distanciel. Donc, cette journée va se dérouler en deux temps. On va revenir dessus dans quelques instants. Et en attendant que tout le monde soit connecté, je vous souhaite d'abord à toutes et à tous la bienvenue. Vous allez voir, on va passer une matinée fort intéressante sur la question des services, des usages bas carbone, à la fois pour Pyramide-les-Îles, mais ce qui est intéressant, c'est d'une façon un peu plus globale sur la ville de demain, la ville bas carbone et résiliente. J'appelle tout de suite à mes côtés Mathias Trouillot, qui, pour le compte de Nantes Métropole Aménagement, va nous reposer le cadre de ce projet. Alors, Mathias, est-ce que vous êtes… Bonjour. Mathias. Donc, tu es responsable de l'opération Pyramide-les-Îles à Nantes Métropole Aménagement. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu le contexte de cette opération et dans quel cadre s'inscrit cet atelier? Je disais que c'était le troisième d'une série de 4 ateliers. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Oui. Je suis là pour représenter Nantes Métropole Aménagement ce matin. Mon directeur général, Hassen Bouflim, s'excuse là, mais il a un empêchement, il peut pas être présent. Et donc, oui, je vais vous dire d'où on parle et ce qu'on attend, nous, de cet atelier. Alors, pour ceux qui connaissent pas, vu qu'on a ouvert l'atelier de manière assez générale à divers participants, on est un aménageur de Nantes Métropole, on intervient sur tout le territoire métropolitain et on porte un certain nombre de projets sur le territoire, dont Pyramide-les-Îles, là, qui nous réunit ce matin. Alors, très vite, Pyramide-les-Îles, on y reviendra. C'est un projet urbain assez ambitieux qui se développe sur les 15 prochaines années sur les communes de Nantes, Rezé et Bouguenais, et qui comprend la réalisation d'un grand parc fluvial de plus de 3000 logements, de près de 100 000 m² d'activités de services et d'équipements. Et ça, sur une période de 15 à 20 ans, là, 2020, 2035, 2037. Il verra l'arrivée aussi de nouvelles lignes de tramway et puis l'amélioration considérable des modes de déplacement alternatifs à la voiture. Alors, pourquoi il y a cet atelier aussi? C'est parce que ce projet a pour caractéristique de mettre les sujets de transition écologique en haut de la pile. Ça, on le dit publiquement depuis 2019. La question de fond, c'est est-ce qu'on peut être à la hauteur dans tout ce que l'on fait, tout ce que l'on construit, des enjeux environnementaux qui sont assez terribles et angoissants, qui remettent aujourd'hui en question nos conditions d'existence. Bien sûr, le réchauffement climatique, bien sûr, la diminution de la biodiversité, et j'en passe, il y a tout un tas de crises dont on parlera par la suite. Et est-ce qu'on peut le faire dans une économie de projet acceptable qui permet de produire des logements, mais aussi des services, c'est le sujet de ce matin, qui soient accessibles au plus grand nombre? Les questions écologiques et sociales, pour nous, sur ce projet, elles sont indissociables comme elles le sont aujourd'hui sur tous les projets. Et donc, pour mener à bien cette mission et définir les modalités de sa réalisation, on a fait le choix, en lien avec l'équipe de l'architecte urbaniste Frédéric Bonnet, qui va intervenir tout à l'heure, et toute son équipe, d'associer en parallèle du lancement des études de conception l'ensemble des acteurs professionnels qui pourront, tôt ou tard, être amenés à intervenir sur le projet. Alors, très vite, je vais dire pourquoi on fait cela. On l'a déjà dit lors des ateliers précédents et en 2019 d'ores et déjà. C'est qu'on constate, et c'est bien connu comme constat chez les aménageurs, qu'on aménage et qu'on construit la ville depuis assez longtemps sur un modèle assez séquentiel d'acteurs, avec des processus assez linéaires, cloisonnés, qui aboutissent assez souvent, lorsqu'on porte des ambitions architecturales, urbaines, environnementales assez fortes, à une superposition de contraintes, à la génération d'inefficacité, de surcoûts et parfois à des échecs assez patents. Et on a envie, donc avec notre directeur général et toute notre équipe, d'essayer de rompre cela. Vous savez que les questions environnementales sont systémiques. Elles concernent des biens communs qui concernent une multitude d'acteurs, une multitude d'entités dont la collectivité, la métropole, les communes et leurs aménageurs ne sont que des maillons en fait. Et donc, on veut construire des modèles de collaboration plus inclusifs où on associe dès la conception les ressources des acteurs économiques locaux, tels les filières et plus globalement tous les acteurs professionnels que vous êtes. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle le sourçage sur Pyramide-les-Îles. On l'a lancé en 2019 avec une série de 4 matinées thématiques qui ont réuni à chaque fois une soixantaine de participants. On en a déjà eu 2. Une sur la transition des modes constructifs, elle a eu lieu fin 2019. Une autre sur la question du paysage, qui est vraiment clé. Et puis là, on va aujourd'hui parler des services et usages bas carbone. En même temps qu'on fait ces 4 ateliers, il faut savoir qu'on lance tout un tas d'entretiens individuels, je ne vais pas rentrer dans le détail là,
qui nous permettent, dans des entretiens un peu un à un, de découvrir tout un tas de problématiques auxquelles on n'aurait bien souvent pas même pensé. Alors voilà, il faut savoir à quoi ça va servir tout cela. En parallèle de ces ateliers, l'urbaniste et son équipe dessinent. Nous, on prépare nos consultations d'opérateurs qu'on va lancer au premier semestre de l'année 2021, donc de l'année prochaine. Et donc, ce qui est dit ce matin, ce qui est dit dans les différents ateliers, ce qui est dit dans des entretiens individuels ou dans différents cadres, avec l'aide de Novabile, avec l'aide de nos partenaires, eh bien, ça contribue directement au design, à la conception des futurs cahiers des charges. On a des hypothèses, des idées. On va en exposer ce matin un certain nombre parce qu'on a réfléchi de notre côté. Mais bien souvent, les propos qui vont être tenus en sursage, ils peuvent nous amener à revoir nos hypothèses de travail. Alors voilà, je vais terminer par là. Ce matin, on va parler des services et usages bas carbone. Et nous, en tant qu'aménageurs, on a un message simple à passer. Le sujet des services et usages, c'est celui des modes de vie du futur et de la manière dont on va mettre en place ces modes de vie pour qu'ils soient à la hauteur des enjeux de transition écologique. Vous verrez que c'est extrêmement dimensionnant si on veut réussir le quartier. Vous le verrez, on a mesuré un peu l'ampleur des enjeux. Alors, juste un rappel, moins de 2 tonnes équivalent CO2 par habitant et par an, c'est l'objectif de la stratégie nationale bas carbone en 2050. On est à environ 12 aujourd'hui. 2050, c'est dans moins de 30 ans et c'est dans moins de 6 mandats. Et Pierre-Mille-les-Îles, c'est sur 2020, 2035, 2037, donc c'est demain. Donc, on vous remercie et puis on compte sur vous pour apporter votre pierre à l'édifice. Merci beaucoup, Mathias. Vous vous souvenez, il y a un an, Pierre-Mille-les-Îles a été lancé, on était sur site, je crois que c'était le 1er octobre 2019. On ne pensait pas vraiment que l'année 2020 allait ressembler à ce à quoi elle ressemble. Donc, on a commencé 2 ateliers au premier semestre et on pensait pouvoir tout achever au premier semestre. On étale un tout petit peu, mais on garde le rythme. Et le jour de ce lancement, Nantes Métropole Aménagement a qualifié Novabile de référent pas de côté. Donc, c'est à ce titre-là que moi-même, en tant que directeur de Novabile et toute l'équipe, notamment Juliette Lavis, se sont mobilisés pour organiser ce que Mathias vient d'appeler le sourçage, que nous, on appelle plutôt le temps de co-création. Mais enfin, bon, tout ça, c'est des histoires de terminologie. En fait, le plus important dans notre esprit, c'est à la fois de donner du temps aux professionnels, et il n'est pas possible que dans quelques mois, quand les marchés seront lancés, d'entendre des professionnels nous dire on n'a pas le temps de réagir, de constituer des équipes. On vous a donné 1 an, peut-être même un peu plus, 1 an et demi maintenant. C'est la plus grande valeur de ce projet, c'est déjà d'avoir un aménageur qui ose donner du temps. C'est un coût aussi, certainement, pour lui, mais c'est surtout un bénéfice attendu, du temps pour constituer des équipes et pour faire le pas de côté, c'est-à-dire en fait de concevoir des choses autrement. Et vraisemblablement, l'atelier d'aujourd'hui, c'est celui qui nécessite le pas de côté le plus important parce qu'on doit imaginer comment les gens vont vivre en 2050 sur un site qui est quand même très contraint, notamment si on raisonne réchauffement climatique, il peut y avoir des questions d'inondation, on verra ça tout à l'heure, donc il y a quand même un certain nombre de choses à imaginer. Comment va se passer la matinée? Je vais demander à l'équipe de diffuser le PowerPoint maintenant avec l'ordre du jour. La matinée va se dérouler en 2 temps. On a une première partie qui va démarrer un peu sous format conférence, qui est ouverte à tous et on accueille avec plaisir. Là, actuellement, on a 115 personnes, mais à l'atelier, il y avait 60 inscrits. Et c'est au moins un des avantages de le faire en ligne, c'est qu'on a pu ouvrir plus largement la rencontre de ce matin, en tout cas pour la première séquence, cette partie conférence qui permet en fait de refaire une petite remise à niveau sur Pierre-Mille-les-Îles pour ceux qui ne s'étaient pas plongés dedans et de réfléchir à la question des usages. Donc, première partie conférence, vous avez les 3 intervenants, dont Mathias Trouillot qui vient d'achever son intervention. Et puis, une deuxième partie, les ateliers participatifs qui sont réservés à des gens qui ont été invités par Nantes Métropole Aménagement et qui vont en petits groupes de 6 personnes sous Teams. Et là, on va vous demander beaucoup de bienveillance parce que c'est aussi une méthode on teste tous les uns et les autres. On aura 2 outils, Teams d'un côté, un autre outil pour pouvoir poser des post-it virtuels. Et à la fin, on aura votre retour d'expérience, vos envies, vos souhaits, vos capacités de mise en œuvre de ce pas de côté sur la question des usages.
On vous l'a dit sur le chat, vous êtes les bienvenus à poser vos questions. Je vois que Marika Frenette demandait on est combien. On est en ce moment autour de plus de 100, autour de 120 personnes. Donc, c'est vraiment intéressant puisqu'au départ, on était 60 inscrits. Voilà, on a élargi un petit peu le cercle. Donc, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Je serai votre porte-parole au moment des débats. On aura 4 occasions de débat dans la matinée. Alors, je vais tout de suite demander à Florian Dupont de nous rejoindre et on dit au revoir à Mathias. Je crois que tu restes avec nous. Si jamais tu es une sorte de grand témoin. Je me mets dans un coin. Voilà, et à tout moment, tu peux apporter ton regard. Donc, Florian va nous présenter, planter un peu le décor, et notamment à la fois en fait, c'est la justification. Pourquoi ce pas de côté? Pourquoi est-ce que cette opération d'urbanisme est différente des autres? Et comment, depuis 2 ans que vous travaillez dessus, comment vous avez élaboré ce projet? Donc, Florian, tu as la parole pour un quart d'heure. Merci Pierre-Yves. Je vais commencer avec une notion qui me semble fondamentale et que Mathias a évoquée, qui est la question de la connaissance. En fait, aujourd'hui, on est en train de produire des documents et pour la première fois, en fait, on est en train de les produire en même temps qu'on vous parle. Souvent, en urbain, on a tendance un peu à faire le plan guide et puis après, on va voir les gens en proposant une consultation. Là, les consultations, elles ne sont pas écrites et le plan guide, il est en train d'être écrit. Et en fait, ce n'est pas un plan guide, c'est quelque chose de plus complexe, de plus intéressant. Et là, je fais un petit peu de pub parce que quand on est dans une société de consommation, en fait, la pub nous incite à consommer. Là, on fait de la pub pour inciter plutôt à la sobriété. Et vous verrez, je pense sincèrement que dans ces documents, il y a énormément de choses très, très riches. Et quand vous travaillerez sur les consultations, je vous incite vraiment à les lire. Ils sont épais parce qu'on travaille un gros sujet, mais ils sont, je pense, en tout cas, on fait un travail aujourd'hui pour qu'ils soient intéressants et on veut les nourrir avec ces ateliers. Florian, je te coupe 2 secondes. La question de la transparence est vraiment importante. Peut-être juste un petit mot de Mathias là-dessus, oui. Parce que je ne suis pas sûr qu'on revienne dessus. C'est une question de principe. Mais tous les ateliers, tout votre travail de sourçage est en ligne ou est en cours de mise en ligne. Je pense que c'est vraiment important de le dire. Tu veux dire un tout petit mot là-dessus? Oui, de manière brève. Donc, en ce qui concerne les ateliers de sourçage collectif, les comptes rendus in extenso sont mis en ligne au fur et à mesure sur le site de Nantes Métropole Aménagement, mais aussi sur le site de Nova Build. Les 2 premiers ateliers ont été mis en ligne en termes de compte rendu, c'était juste avant l'été dernier. Et en ce qui concerne les entretiens de sourçage dits individuels, les 70 à 100 acteurs là qu'on va rencontrer avant les consultations, on demande l'autorisation aux différentes personnes avec qui on s'est entretenu pour savoir s'ils sont OK pour qu'on diffuse les entretiens, et ça fera l'objet d'un rapport ad hoc qui sera également mis à disposition de tout le monde, voilà, pour accélérer la prise en compte de toutes les problématiques dont on vient de parler. Voilà. Et juste avant de donner la parole à Florian, un grand bonjour à Frédéric Bonnet qui nous a rejoint, architecte urbaniste, dirigeant de l'agence Aubras Architectes et qui présentera le projet en détail tout à l'heure. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Florian. Donc du coup, en plus de la transparence sur le sourçage, vous allez avoir de la transparence sur les documents produits dans lesquels on essaye de mettre énormément de données avec 2 grands items, on va dire le plan des intentions qui est plus le volet, on va dire, cartographique du projet urbain, qui est sa matérialisation géographique, et à côté un projet de transition qui définit en fait la manière dont on passe de l'état actuel à l'état futur. Et ça, c'est le point qui est important pour nous, c'est de se dire, en fait, on est obligé par les contraintes environnementales d'imaginer la société de demain et d'imaginer le chemin pour y arriver. Il n'est pas évident. Et pour ça, il faut faire des pas de côté. Et en fait, les pas de côté, ils sont très centrales dans le projet puisqu'ils sont à l'articulation de ces 2 documents-là. Et on a repris cette image de cette statue que les Nantais connaissent bien maintenant, ou l'éloge du pas de côté à la nantaise. Et nous, nos 5 pas de côté, ils sont vivre avec la Loire, ses risques et ses écosystèmes. C'est l'idée de s'approprier l'écosystème et de savoir vivre avec lui. On ne va pas trop le détailler aujourd'hui. Fabriquer des paysages en transition, qui est notamment le travail qu'on a pu faire lors du dernier atelier, qui est l'idée de se dire on peut imaginer le paysage de demain et notamment qui est prêt pour le climat de demain et qui sert à mieux vivre en ville.
Ensuite, réduire l'impact de la mobilité par la programmation qui est centrale aujourd'hui, qui est en gros la question de la démobilité. Demain, comment on fait pour moins se déplacer? On va beaucoup en reparler aujourd'hui. Déclencher les filières de la transition, qui était vraiment l'idée de se dire on travaille avec notamment la construction, mais pas que, pour créer les filières économiques de demain et pouvoir vivre de façon durable. C'était l'objet de l'atelier 1. Tout à fait. Et pouvoir vivre de façon durable, qui est comment individuellement le projet urbain vous donne la possibilité d'être en accord avec les objectifs climatiques et environnementaux. Et pour porter tous ces pas de côté, il y a 2 socles stratégiques qui sont transversales. C'est la sobriété carbone, qui est quand même la mesure, on va dire, un peu clé de tout ça, et l'économie de projet et son accessibilité sociale. C'est-à-dire qu'on est très conscient qu'on ne peut pas être ambitieux sur le carbone sans être ambitieux sur la question économique et sans l'aborder frontalement. Donc ça, on l'a déjà un petit peu évoqué, ça a donné un programme de travail sur du sourçage individuel, donc des acteurs qu'on rencontre individuellement avec le fameux rapport de sourçage dont vous avez entendu parler. Et ces ateliers, donc on est au 3e aujourd'hui, après avoir parlé construction, après avoir parlé paysage, on est aujourd'hui pour parler services et usages bas carbone. Et à la fin, on aura un atelier qui va rassembler tout ça pour vraiment parler de comment ce qu'on a dessiné dans les 3 premiers ateliers se matérialise dans les consultations et notamment auprès des maîtrises d'ouvrage. Donc voilà le process dans lequel on est. Je laisse maintenant la parole à Frédéric pour parler plus du projet. Je te coupe deux secondes. Mathias, si on revient juste sur la slide précédente, le 4e atelier, on a déjà la date? Non, on l'a pas encore. Ça sera pas avant le mois de janvier. On est en train d'échanger sur les agendas et puis on croise les doigts pour que ce soit dans des conditions un peu moins confinées, même si on dirait que ça marche bien là pour le moment, là où le binaire, mais on va voir ce matin. Alors donc, Frédéric, c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet. Ce projet Pirmil-les-Îles, une présentation. Donc déjà, où est-ce que c'est situé? On parle de la Loire et on la voit là très nettement sur la carte. Ah, si tu veux bien déclencher ton micro. Effectivement, excusez-moi, le micro, c'est mieux avec. Je disais, ce projet, beaucoup commencent à le connaître. Donc, on est sur la rive sud de la Loire, de l'autre côté du bras de l'île de Nantes, entre l'île de Nantes et Rezé. Alors, d'un point de vue strictement opérationnel, on voit qu'il y a deux sites principaux, un ici sur les îles, un à la confluence sur Pirmil, donc commune de Nantes, commune de Rezé. On a en rouge la ligne de tramway qui a été décidée, qui s'étendra plus tard, mais qui, en tous les cas, va dans un premier temps desservir le quartier de Pirmil avec les programmes, le quartier de Bacil, pardon. On a 2300 logements et 65 000 mètres carrés de tertiaires et d'activités sur Bacil à l'ouest. Et on a à peu près 1000 logements et 27 000 mètres carrés de bureaux sur la partie confluence. Ça, c'est pour le cadre général. On voit, entre parenthèses, je le dis parce que sur cette carte, on le voit particulièrement bien, le rapport au fleuve, en fait, qui est renouvelé. Donc, ça, c'est tout un travail qu'on mène avec Sylvain Nigré, d'ici là, les paysagistes nantais et Biotech. C'est important pour la discussion d'aujourd'hui parce que évidemment dans les usages, dans la manière, dans le mode de vie dont parlait Mathias Trouillot tout à l'heure, ce rapport à la nature est absolument fondateur et quelque chose de très transversal et très important en fait sur l'ensemble du quartier. C'est un nouveau quartier, j'allais dire, mais qui s'insère et c'est aussi important en termes de programmation et de mode de vie. Dans un site qui est déjà habité, évidemment. On n'est pas nulle part, là. On est en centralité métropolitaine, on est tout près du centre de Rezé, tout près du centre de Nantes, tout près de l'île de Nantes. On a des quartiers autour avec un certain nombre d'habitants, Trentemoux, Bacil, Haute-Île. On a le faubourg Saint-Jacques, le centre de Rezé, la partie de Pont-Rousseau, etc. Et on voit, donc, il y a toute une série d'habitants et de services qui sont liés à cette activité résidentielle. On voit aussi en couleur ici une chose qui est assez importante et qu'on peut même dézoomer en fait à l'échelle métropolitaine, c'est la présence d'emplois. Alors je reviens en arrière parce que on est dans une zone où on a cette mixité emploi. Il y a à peu près 3500 emplois sur la zone, plus tout ce qui est autour, donc c'est assez important, et résidentiel et services.
Et j'allais dire que le fait qu'on hérite de cet urbanisme des années 70, aujourd'hui, avec des grandes surfaces, avec des activités presque un peu côté backyard, qui s'était mis comme ça sur les bords de Loire de manière un peu brutale, à vrai dire, il y a quelques décennies, ça nous donne quand même l'opportunité d'avoir déjà, en tous les cas, un mélange travail résidentiel qui pour nous est tout à fait important. La démobilité dont parlait Florian Dupont tout à l'heure, c'est par exemple pouvoir travailler à quelques pas de là où on habite et donc non plus mieux se déplacer seulement, mais moins se déplacer. On voit que ça marche aussi à l'échelle métropolitaine. Dans un rayon qui, les bulles les plus loin de notre quartier, elles sont à un quart d'heure, 20 minutes à vélo. Donc, on est déjà dans des distances qui sont relativement faibles. Et on voit qu'on parle ici de dizaines de milliers d'emplois. Donc, ça veut dire qu'habiter à Pierremille, ça peut être travailler sur l'île de Nantes à l'hôpital, mais ça peut être aussi travailler dans le centre-ville, travailler sur Oran-Nantes, à un quart d'heure de vélo. Donc, on a cette perspective, si vous voulez, de dire on est bien en centralité métropolitaine et venir acheter un appartement ici, par exemple, ou louer un appartement ici, c'est aussi se mettre dans un ensemble, une offre en fait d'usage, y compris pour le travail, qui est extrêmement diversifié. Ça vaut aussi pour l'offre commerciale, pour l'offre académique, pour l'offre en termes de loisirs, etc., etc. Donc c'est, je pense, une fondation absolument essentielle du projet, ce partage d'usage. Voilà, pardon. Juste pour préciser les objets à construire de la première phase, donc sur le secteur des îles, sur Rosé. On voit c'est les îlots qui sont indiqués ici en rouge. On voit qu'il y en a quand même un nombre, une masse critique qui est assez importante. C'est ce qu'on a souhaité faire, en fait, c'est-à-dire pour mobiliser les acteurs et vous en faites partie, on a besoin en fait d'avoir une certaine masse critique avec des correspondances qu'on expliquera tout à l'heure en termes de programmation pour enrichir la stricte programmation résidentielle. Florian, est-ce que maintenant qu'on a le décor qui est planté, tu peux nous donner un peu le sens dans lequel tout ça, ça s'inscrit? Le sens, il est celui qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est d'abord l'enjeu climatique. Donc ça, c'est la courbe des évolutions de CO2 suivie depuis les années 60. Et on voit qu'on approche du seuil d'emballement. Et en gros, ce que nous dit cette courbe, c'est on a 10 ans pour agir, 10 ans pour changer radicalement. Donc on focalise beaucoup sur le carbone, vous l'avez compris, mais c'est évidemment pas le seul sujet. Je vais pas les détailler, mais il y a dans ce graphe énormément de limites planétaires qu'on sent qu'on est en train de dépasser, qu'on est sûr d'avoir dépassé ou dont on sent qu'on est en train de tester les limites. Pierremille-les-Îles s'inscrit clairement dans cette perspective-là. On focalise beaucoup sur le carbone parce que c'est plus quantifiable et puis que c'est quand même un des gros impacts, on va dire, des projets urbains. Mais on a ces deux sujets en tête. Concrètement, de quoi on parle aujourd'hui? On a l'empreinte d'un Français qui est à 12 tonnes de CO2 par habitant qu'on doit ramener à 2 tonnes. Ça veut dire que tout doit se contracter en termes de consommation carbone. C'est un changement qui est radical surtout, sauf qu'il ne peut pas être radical dans sa temporalité, il doit être plutôt dans une logique d'évolution et de progressivité. Et là où ce n'est pas évident pour un aménageur comme Nantes Métropole Aménagement, c'est qu'en fait, on est sur des objets sur lesquels on a plus ou moins la main. Par exemple, les matériaux d'espace public, ça représente peu, mais on a énormément la main. Les matériaux des bâtiments, ça représente beaucoup. On a la main par la prescription, mais pour y arriver dans un contexte économique, il faut travailler avec les filières. C'est pour ça qu'on fait ce sourçage-là. Et on sent qu'on peut baisser encore, il y a des perspectives là-dessus. Sur l'énergie, aujourd'hui, on fait déjà des bâtiments performants, il y a des marges d'amélioration, mais qui sont plus réduites. Et on arrive à un moment à des leviers plus moyens ou faibles pour les acteurs publics de l'aménagement, qui sont notamment la mobilité. Pourquoi est-ce que la mobilité n'est pas complètement maîtrisée? Parce qu'évidemment, on peut faire passer le tram, évidemment, on peut travailler les vélos, mais en même temps, les gens se déplacent un peu comme ils veulent. Et c'est là qu'on attaque vraiment la structure territoriale et un des sujets aujourd'hui, c'est de se dire, en fait, si on arrive à construire une ville de l'extrême proximité, on peut réduire drastiquement ce poste-là qui est vraiment, vraiment important, comme le montre le graphe là, mais qui en même temps est un gros niveau d'incertitude pour un acteur comme Enema. Et c'est encore plus vrai sur la question de la consommation, qui était tellement grande qu'on n'a pas pu la représenter sur ce graphe-là. Pourquoi? Parce que concrètement, c'est des choses qui sont produites hors de France et importées. Donc, un des enjeux aujourd'hui, enfin, l'enjeu de cet atelier aujourd'hui, c'est cette barre violette et cette barre jaune. Comment
au-delà de la qualité des constructions, au-delà de la qualité des aménagements, on peut travailler ensemble pour se dire on fabrique de la démobilité, et on a moins besoin de se déplacer et on se déplace moins et donc on émet moins de carbone. Et comment on arrive à changer ou à impulser des modes de consommation qui sont différents et qui commencent à structurer une consommation bas carbone. Et je passe sur le puits de carbone qui est le volet de compensation qui nous intéresse moins aujourd'hui. Si on zoome un petit peu dans cette question de la consommation, on aperçoit ici tous les postes qui sont concernés. Une des choses qui est compliquée, c'est qu'on doit articuler une dimension individuelle, ce qui a montré ici le travail de Carbone 4, en disant il y a environ un quart qui est complètement dans les mains de l'usager, et après, on a les trois quarts qui sont collectifs, qui sont de l'ordre de la transformation systémique. Donc, soit on se dit que la transformation systémique, c'est ultra compliqué et qu'en plus, comme c'est plutôt sur des productions privées, dans un cadre commercial relativement libre, et on se dit qu'on n'y arrive pas, soit on utilise les projets d'aménagement pour essayer de cranter un certain nombre de points qui font avancer les choses par des usages, par des services, et qui commencent à permettre aux personnes de se nourrir différemment, de consommer leur énergie différemment, de consommer des biens de consommation de meilleure qualité environnementale. Et on commence à changer, je dirais, je pèse un peu mes mots quand même, toute la société. Aujourd'hui, un des gros enjeux, vous l'avez compris, c'est la question de la mobilité. On a une vraie responsabilité quand on travaille un aménagement là-dessus, et en même temps, on est sur un objet qui est très complexe, puisqu'on s'est fabriqué par la structure de la population, les déplacements, la taille de ces déplacements, le nombre de fois où on y va, le mode qu'on utilise et les émissions qui sont sur chacun de ces modes-là. Aujourd'hui, on a fait un petit exercice. Globalement, si on veut atteindre un niveau de facteur 2, donc qui serait insuffisant, mais en même temps atteignable, il faut réduire 1/5 le nombre annuel de déplacements. Donc, typiquement, vous n'allez pas travailler un jour sur 5. Ça, c'est facile en confinement, c'est plus difficile en temps normal. Vous divisez par 1,5 le contenu GES des voitures. Vous passez à 50% de mode doux, c'est déjà très, très important. 30% de voitures. Et en plus, vous rapprochez les déplacements. Et là, vous avez fait la moitié du chemin. Si ensuite, vous voulez vraiment atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, c'est-à-dire le facteur 4, il faut diviser par 2 le nombre de jours de télétravail. Donc, vous allez travailler concrètement un jour sur 2. Il faut qu'il y ait une vraie évolution technologique ou qu'il y ait une vraie évolution technologique sur les véhicules ou alors être ultra radical sur les modes doux. Donc, on voit se dessiner ici typiquement des choses qui sont quand même de l'ordre du service urbain ou de la conception urbaine, avec du coup des logements qui ne ressemblent pas à la même chose, parce que si on est à la maison pour télétravailler un jour sur 2, ce n'est pas les mêmes logements, ce n'est pas les mêmes véhicules dans ce cas-là, et on voit bien que si on est à 60% de mode doux, il faut non seulement que les espaces publics soient prêts, mais en plus que les services soient prêts. Et donc, c'est tous ces sujets-là qu'on voudrait débattre avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Florian. C'est assez extraordinaire. On est totalement dans les temps. Il y a peu de questions encore aujourd'hui parce que je pense qu'on est un petit peu encore, pour les uns et les autres, dans un aspect encore un peu théorique. Je pense qu'il y a une sorte d'effet de sidération en se disant mais en quoi, et peut-être que c'est Frédéric qui va pouvoir répondre, en quoi nous, acteurs de la construction, nous avons apporté la responsabilité du poids carbone de ce que les gens mangent et comment avec les choix qu'on fait, puisqu'on a vu qu'on était sur les deux courbes, c'est l'alimentation, ou la consommation, et puis les déplacements. Alors les déplacements, ça semble un petit peu plus logique, mais sur l'autre, c'est la responsabilité des acteurs de la construction sur un domaine où ils ont jusqu'à maintenant l'impression de peu le maîtriser. Moi, je viens de voir ça rejoint ta question. Je viens de voir une question qui passait sur le chat de comment ne pas faire un réservoir de bobos. C'est un petit peu mis sous une autre forme la question que tu poses. En fait, on a bien conscience de cette dimension-là et on travaille dessus. Moi, je pense que ce qui compte, c'est de permettre. C'est-à-dire que de faire en sorte que le projet, ça soit non pas quelque chose qui définisse les modes de vie à la place des gens, parce que c'est non seulement impossible, mais c'est surtout intellectuellement et éthiquement en fait inacceptable, bien évidemment. Mais c'est de permettre en fait
des expériences de vie différentes, et y compris au niveau économique, c'est-à-dire qu'on va le voir juste après, mais une des conséquences de tout ce qu'on dit, c'est que le projet a une offre de stationnement qui est extrêmement faible. Et tout ça, c'est pour permettre le fait de pouvoir se débarrasser de sa voiture qui coûte quand même 300, 400, 500 euros par mois. Donc, moi, je veux bien que ce soit une question de bobo, mais en fait, si tout le monde peut permettre de dépenser 1000 euros par mois pour entretenir 2 voitures, je suis pas sûr, en fait. Et je suis pas sûr que, y compris dans les gens qui ont j'allais dire, des revenus modestes ou moyens, ou même faible, ça soit pas intéressant à un moment donné de se débarrasser de la voiture, qui représente quand même des coûts très élevés. Donc, y compris du point de vue économique, on voit bien que ces évolutions absolument considérables, la fin par exemple, je vais en parler tout à l'heure, mais l'appartement, on descend dans l'ascenseur, dans le parking en sous-sol, c'est fini, ça existe plus, il y a plus ça c'est un autre monde là. À un moment donné, il faut tourner la page. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut en termes de marketing évoluer. Mais je pense qu'on permet, ce qui est important, je pense que nous, il y a toute une série de surfaces en rez-de-chaussée qui vont être disponibles pour des activités. Il y a des manières de se déplacer qui vont être différentes et qui vont réellement apporter des alternatives. C'est-à-dire que si on veut se débarrasser de sa voiture, on aura des alternatives, parce que c'est ça qui est absolument essentiel. Et donc, le projet, en fait, essaye, j'allais dire, toute classe sociale, entre guillemets, enfin, toute composition sociologique confondue, de donner des possibilités nouvelles aux habitants. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, la question écologique, c'est qu'une question de revenus supérieurs. Les gens qui ont des revenus plus bas, en fait, souvent, c'est simplement, ils n'ont pas d'alternative. Ils sont tout aussi sensibilisés à la question que les autres. Hein. Je pense qu'on se trompe en pensant que c'est uniquement les revenus les plus élevés qui ont une sensibilité écologique. Hein. Mathias, j'avais l'impression que tu voulais réagir en entendant à l'instant Frédéric sur le permettre, sur le plaidoyer du permettre. Certains peuvent l'entendre comme étant contraindre. Quand on dit on va permettre, mais en même temps on va faire très peu de places de parking, les gens vont comprendre, mais on ne permet pas, on contraint. Comment est-ce que vous allez gérer ça ? Oui, je vais rebondir sur ça. Je vais rebondir sur ta question là que tu viens de reformuler, mais aussi sur la question là que je vois apparaître sur le côté sur l'aspect bobo ou la question de l'habitat social. La question fondamentale et qui permet de répondre aux 2 questions, c'est celle de l'accès. En tout cas, de notre point de vue, nous, aménageurs. Hein. L'accessibilité sociale, on en a parlé. Tout ce dont on va parler en termes de conception de quartier, c'est fondé sur le fait que c'est un quartier où on va produire, certes, plus de 3000 logements, mais où il y aura 30% de logements sociaux, 25% de logements abordables, voilà, avec des systèmes type BRS qui sont extrêmement accessibles et qui sont complètement à l'écart des conditions de marché extrêmement chères qu'on connaît aujourd'hui sur la métropole nantaise. Et même, en ce qui concerne le logement libre, les opérations publiques d'aménagement ont pour caractéristique d'avoir des prix de sortie qui sont bien inférieurs. Et ça permet de toucher des déciles de population, des catégories de population qui sont bien différents de ceux qui ont un accès assez fermé aujourd'hui dans le marché du diffus. Donc ça, c'est fondateur. Et la question aussi, bien sûr, après, du coût des services associés, justement, pour se débarrasser de la voiture, pour ne plus l'utiliser, etc., ça sera aussi fondamental. Si ne pas me débarrasser de ma voiture, ça nécessite que je paye un service qui est extrêmement cher. Voilà, on va avoir le même sujet. Donc, cette question de l'accessibilité sociale et du montage économique, hein, plus globalement, hein, on se fait accompagner sur ces sujets-là, elle est fondatrice. Alors, sur la voiture, il y a plusieurs questions qui s'enchaînent là-dessus. Sur l'autopartage, je crois que c'est Marc Parésis qui nous souligne qu'une auto partagée, c'est 5 à 8 voitures. Donc, comment est-ce qu'on commence à imaginer des autos partagées sur site et est-ce que vous avez travaillé là-dessus ou on va travailler là-dessus? Et puis, la question de la multimodalité. Est-ce que on est dans une centralité suffisante à Pierre-Mille-les-Îles pour permettre des modes de déplacement multimodaux? Est-ce qu'on peut passer du vélo à autre chose assez facilement sur Pierre-Mille-les-Îles? Est-ce que vous avez commencé à imaginer ça? Peut-être que Florian, je ne sais pas, ou Frédéric veulent répondre à ça. Personne. Ah, on t'entend pas. Parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Oui, évidemment. J'ai vu aussi en parallèle les remarques sur l'autopartage. Ça fait partie évidemment de la stratégie d'offrir
ce type de possibilités. Ça veut dire qu'il faut identifier, enfin spatialement, ça a aussi des conséquences pour arriver à identifier, à rendre très accessible ces choses-là. C'est un peu comme les vélos, l'autopartage, c'est-à-dire que faut que ça soit simple. C'est une adresse, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être tout à fait repérable et qui doit faire partie de la vie du quartier. Ça pose toute une série de questions spatiales sur lesquelles on travaille. On compte aussi, évidemment, et c'est l'objet de cet atelier, parce qu'il y a ce que peut l'aménageur, il y a ce que peut l'équipe d'urbanisme avec ZEFCO, d'ici là, etc. Il y a ce que peut la collectivité, mais il y a aussi, évidemment, le rôle des acteurs de l'immobilier dans la manière d'organiser tout ça, de le tarifer, parce que ça peut pas être que du service public, on est bien d'accord. Il y a un moment donné, alors ça peut une part de service public évidemment importante, mais il y a aussi de l'auto-organisation et il y a du service qui peut se structurer. Et donc on attend en fait dans les consultations des propositions globales en fait qui apportent aussi des services. Et avec, je dirais, parce qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais je le souligne dès maintenant parce qu'on n'est pas les premiers à le faire. Avec la question de la gestion dans le temps, parce que ce qui est important, et nous c'est une des questions qu'on se pose, c'est d'arriver à avoir la flexibilité nécessaire dans la durée pour qu'un service puisse être réajusté, que s'il marche pas économiquement, il puisse être remplacé par un autre. C'est-à-dire spatialement, en fait, de pas figer des espèces de produits comme ça, qui seraient des produits idéaux, qui en termes de marketing marcheraient bien à un moment, et pourquoi pas, ils peuvent marcher pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis à un moment donné, pour pouvoir les réinterroger et les réadapter. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ce quartier et la ville qui est autour aient une sorte de résilience économique qui fait que les initiatives qui sont prévues à un moment donné puissent évoluer en fonction des besoins, en fonction aussi des questions économiques qui pourraient se poser en termes d'offres, de rapport entre l'offre et la demande, etc., etc. Est-ce qu'on peut imaginer une offre couplée, logement, mobilité, intégrée? Ça peut faire partie des propositions que vous regarderez avec attention? Pourquoi pas? C'est pas une idée nouvelle, hein. Vous savez que à l'époque des cités-jardins, on avait la maison et l'abonnement d'1 an au train. Dans la région parisienne, par exemple, c'était comme ça. Vézinaire, on achetait la maison et l'abonnement au train qui était offert par l'opérateur immobilier. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. On a il y a une vieille histoire dans l'urbanisme là-dessus. Mais pourquoi pas? Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie en fait des évolutions peut-être qu'il faut proposer. Oui. On a pas mal de questions et d'échanges en ce moment là sur le chat sur les questions financières et notamment la capacité, et peut-être pour Mathias, à mobiliser des subventions spécifiques, notamment sur cette question d'usage. Et on voit bien qu'il va y avoir la question de l'investissement, et puis après, c'est le fonctionnement dans le long terme. Si on imagine de la conciergerie, des choses comme ça coûte sur le long terme. Comment est-ce que vous imaginez aider les opérateurs à mobiliser des financements particuliers? Et on nous donne l'exemple d'Energy Sprong. Alors, on est en train, avec toi-même, Pierre-Yves, de commencer à déblayer ces sujets-là de mobilisation de subventions, à la fois au niveau de l'aménageur, mais aussi au niveau des futurs opérateurs appelés à intervenir. Il faut savoir qu'indépendamment des dispositifs de subvention, il y a en quelque sorte une sorte de subvention massive de la métropole, dans la mesure où elle a mis en place une concession d'aménagement avec un dispositif d'études assez bien dimensionné. Par exemple, sur la question des services et usages bas carbone, ça nécessite, en amont des études, en parallèle du processus de sourçage et en parallèle du processus de dessin, de conception sur lequel travaillent Frédéric, Florian et le reste de l'équipe, ça nécessite par exemple des études de modélisation économique. Hein. Combien on essaie de dimensionner les mètres carrés qui auront ces services, combien coûteront ces services. Eh bien, par exemple, on se paye une étude en faisant appel, là, dans le cas présent, au cabinet Lefebvre, que pas mal de gens connaissent, hein, pour essayer de modéliser et d'approcher à l'échelle de l'ensemble des copropriétés, des bailleurs sociaux, etc. Combien vont coûter ces services et s'il y a des économies d'échelle envisageables, si ça peut tourner, etc. Pour ne pas se retrouver à faire en fait une foire au service et à l'imaginaire des opérateurs appelés à intervenir qui ouvriraient beaucoup trop large. Sans se préoccuper de ces questions d'équilibre, hein, parce que ces services doivent être pérennes, eh bien ça, on se permet de l'approcher de l'approcher en amont. Donc, il y a beaucoup d'études d'amont, hein, il faut le savoir. Hein. Il y a un dispositif de conception qui est assez lourd,
Peut-être que c'est pas suffisant parce qu'on s'aperçoit au fur et à mesure, hein, l'apport du cabinet Lefebvre a été un apport au fil de l'eau. C'est une question qui a été découverte comme étant clé, etc. Il est possible qu'à l'occasion de l'atelier ce matin, on s'aperçoive que il y a quand même un sujet clé à traiter. Et là, on verra si notre dispositif d'étude est suffisamment dimensionné ou s'il faut mobiliser des aides pour aller beaucoup plus loin en amont ou pendant le développement des projets immobiliers. Pendant que tu as la parole, Mathias, au niveau juridique, sur les places de parking, on a compris que vous alliez être assez, le mot que vous avez utilisé, c'était radical. Juridiquement, par rapport aux plumes et tout ça, vous avez la possibilité de descendre en dessous d'une place par logement. Vous allez pouvoir jouer là-dessus? Aujourd'hui, le plume prévoit 0,8 places de stationnement par logement. Il est possible qu'on aille plus loin. Donc ça se traite en direct. Hein, c'est entre la métropole et son aménageur. Hein, on est in-house, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait partie de la métropole. Et à ce titre-là, lorsque des options de projet peut-être plus radicales sont proposées, ça fait l'objet d'une analyse et d'un arbitrage par les élus pour voir si on doit modifier le droit d'urbanisme. On est sur du foncier qui est pour l'essentiel, en tout cas aux premières phases, maîtrisé par la collectivité, et ça permet à la métropole, si elle souhaite aller plus loin, d'ajuster les choses au niveau du plan local d'urbanisme. Ça ne veut pas dire que tout sera extrêmement facile. Il y a des fondamentaux du droit de l'urbanisme, comme par exemple l'existence d'une place de stationnement au moment où les logements sont vendus, l'association entre les permis de construire qui doit être garantie au niveau de l'urbanisme réglementaire, dont on ne pourra pas s'en écarter et aller de côté. Donc oui, c'est effectivement à appréhender et c'est clé ça. Hein. Autre question sur les entreprises. Parc des entreprises, on a parlé d'emploi tout à l'heure. On est à proximité d'une zone d'entreprise assez importante. Quel type de lien entre ce territoire nouveau et les entreprises qui sont déjà installées sur ce territoire? Ou même, est-ce que vous souhaitez faire venir des entreprises sur ce territoire? Et qui répond, c'est moi là. Oui, Frédéric. Alors, pour information, c'est vrai qu'on travaille quand même avec les gens qui sont déjà là, qu'on rencontre depuis, ça fait longtemps qu'on les rencontre régulièrement. C'est évidemment des acteurs importants. Qu'ils soient petits ou grands d'ailleurs, parce qu'il y a des très gros acteurs comme le Centre Leclerc et des acteurs beaucoup plus modestes. Et dans la programmation du projet, il y a évidemment la volonté d'accueillir des entreprises, mais plutôt que d'avoir, je dirais, des immeubles tertiaires dédiés, alors il y en aura sans doute social share, des immeubles tertiaires ou des immeubles dédiés au coworking de manière un peu plus aujourd'hui adaptée peut-être à la demande. Il y aura tout un tissu diffus. C'est des expériences qui ont déjà été faites à Nantes, hein, pour accueillir des entreprises ou des activités, qui peuvent être des activités associatives, en rez-de-chaussée d'immeubles. C'est une part importante de la programmation des mètres carrés d'activités qui sont intégrés dans les immeubles. Et puis j'ai vu tout à l'heure, alors c'est très riche, là, les chats, je ne peux pas m'empêcher de lire, évidemment, mais ça va aussi avec la question aujourd'hui, on ne peut pas se poser toutes ces questions de rapport entre le travail et le résidentiel sans penser télétravail et ça veut dire quoi concrètement sur la programmation résidentielle? Quel est l'impact en fait de cette question du télétravail qui va se généraliser, soit pour des raisons sanitaires comme en ce moment ça risque de se reproduire, soit pour les raisons qu'évoquait Florian, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aller travailler qu'un jour sur deux si on veut vraiment obtenir l'objectif carbone. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va peut-être arrêter de travailler dans sa cuisine, quoi, avec en fermant la porte de la chambre des gamins. Donc, ça veut dire aussi que la conception même des logements ou des immeubles, parce que c'est peut-être à l'échelle de l'immeuble que ça se joue, c'est des expériences. Il y a déjà 15 ans, les Allemands faisaient ça, d'avoir des espaces de travail dans les immeubles résidentiels, etc. Et à un moment donné, il va falloir se poser cette question. C'est une question de programmation, c'est une question de financière, évidemment, aussi, de qui paye ce service, enfin, cette possibilité. On va passer à la suite, Frédéric, tu vas reprendre la parole. Mais juste avant, je me demande, il y a eu pas mal de questions sur le côté un peu utopique. Et avec cette utopie, la question de l'accompagnement changement, mais je me mets bien dans la position de Métropole Aménagement où vous allez lancer les projets, puis les choses vont commencer à sortir, où les gens vont dire, mais là, ils sont en train de nous concevoir une ville idéale, par moment, ça ressemble un peu au domaine des dieux d'Astérix, et qui, en fait,
n'existera pas tel que on l'a imaginé. Comment est-ce que vous allez gérer ce décalage entre cette ville idéale que vous êtes en train d'imaginer et puis la vraie vie qui va se développer et on ne sait pas trop bien à quoi elle va ressembler quand même? J'espère que je ne ressemble pas à l'architecte du domaine des dieux. Florent, c'est une bonne question pour toi, ça, parce qu'on a déjà parlé. Mais un mot là-dessus. Ce qui compte, ce qui rend difficile en fait l'exercice, c'est la progressivité et la réversibilité et la résilience. C'est ces trois mots. C'est-à-dire que il faut que, évidemment, on ne va pas supprimer les voitures tout de suite. Les gens, ne serait-ce que pour des raisons réglementaires, donc ça veut dire réversibilité des parkings, démontabilité, évolutivité, etc. Et c'est pareil pour les espaces de travail et tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arriver à penser des espaces physiques qui aient des capacités de transformation dans les décennies qui viennent. Et pour accompagner en fait un mouvement, on pense pas du tout que du jour au lendemain, on va se mettre. Moi, ça renvoie à la question que je posais au début, c'est-à-dire l'idée de produits tout clé en main, produits du futur, on n'est pas les premiers à y avoir pensé. Les opérateurs le font. Et je te fais un immeuble et il y a une conciergerie et tout ça, ça baigne et tout. Puis au bout de 2 ans, on s'aperçoit que la conciergerie, ça marche pas parce qu'en fait, les gens, ça les intéresse pas, c'est trop cher, je sais pas quoi. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place de la conciergerie, comment on fait évoluer la chose, est-ce qu'on le fait à une autre échelle. Donc, c'est plutôt la dynamique qui est intéressante et d'arriver à permettre des formes urbaines qui sont en fait finalement relativement flexibles. Alors, Frédéric, on va passer… D'ailleurs, j'allais en parler sur les parkings, là. On fait un zoom maintenant, là, on redémarre une séquence où je demande au PowerPoint de revenir, l'équipe de nous remettre le PowerPoint. On va faire un petit zoom sur la question des mobilités et des usages. Je crois que c'est toi, Frédéric, qui nous fait la présentation. J'ai bien noté les questions qui continuent à arriver, notamment sur le participatif, etc. On les garde pour la deuxième séquence de questions-réponses. Donc, merci à tous les trois pour cet échange. Alors, Frédéric, un quart d'heure pour cette présentation sur la mobilité et les usages. Oui. Si on peut nous relancer le PowerPoint dans l'équipe. Oui. Je lisais une remarque de Bruno Violo, là, sur le fait que le partage n'est pas utopique. Effectivement, ça a déjà lieu. Je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur les auto-organisations qui aujourd'hui sont… Alors, en plus, avec le Covid, là, il y a effectivement je pense, une capacité… J'ai toujours pas mon PowerPoint. Hein. Il y a des choses qui échappent, en fait, aussi au dessin, quelque part, et pour pouvoir accompagner et accueillir. Et c'est tant mieux que ça existe déjà. Alors, oui, pour ces questions-là, donc, bon, il y a les 5 pas de côté, mais c'est vrai que là, on est plutôt sur les questions de programmation et de mobilité, qui sont évidemment liées. Je précise quand même, parce que c'est pas… quand on me parle de quartier de Bobo et tout ça… En fait, en gros, la métropole investit massivement quand même pour que dans ce quartier, on puisse se déplacer autrement qu'en voiture. C'est pas anodin. Et je répète qu'on est à 15 minutes en vélo de la gare de Renantes. Actuellement, donc, il y aura en fait une densification très forte du réseau de transport. Je pense que c'est effectivement une condition. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se déplacer en transport public. C'est une des premières conditions. Et puis, par rapport à une offre aujourd'hui de mobilité douce, qui est très fragmentée, en fait, Nantes n'est pas forcément d'ailleurs très vertueuse et très remarquable, en fait, sur le plan notamment des plans du vélo. Mais ça progresse. L'idée, c'est aussi, donc on a aussi avant-après, c'est d'avoir une densification très, très forte des réseaux de mobilité douce, avec des mailles très faibles, inférieures à, enfin, de l'ordre de 50 mètres de porosité, les mailles de desserte, en fait, des îlots. Et la majorité, j'allais dire 95% des espaces publics créés sont dédiés aux circulations douces ou sont sur le mode de la voie partagée uniquement sur le desserte. C'est-à-dire que le piéton, le vélo et les autres mobilités actives sont rois. Donc, il y a une infrastructure qui est mise en place pour favoriser ça. Il ne s'agit pas simplement de décréter que les gens vont se déplacer à pied et à vélo. Ça veut dire que la question qualitative aussi et la qualité des espaces publics, le fait que ça soit à l'ombre et tout ça, enfin, c'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui parce que la végétation, on a déjà parlé. Mais en fait, pouvoir marcher à l'ombre, par exemple, c'est mieux que pouvoir marcher au soleil. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on répète, mais surtout avec le changement climatique qui est en cours. Ensuite, il y a cette question de la programmation des rez-de-chaussée et alors, ce qu'on voit ici, c'est en marron, là, il y a les silos de parking.
Il y a toute une série d'activités en rez-de-chaussée qui sont diffusées en fait sur l'ensemble du secteur. Je ne veux pas trop détailler parce que je pense que c'est pas nécessaire, mais ça fait partie, en fait, évidemment, cette notion de proximité. On voit un petit peu mieux sur ce dessin, de pouvoir aller d'un lieu à l'autre à pied, évidemment. Il faut voir qu'à l'intérieur de ce périmètre, là, tout à l'intérieur de ce périmètre, il y a une seule voie en fait traversante voiture qui est là, qui est deux fois une voie en zone 30, voire en zone 20. Pour l'instant, c'est une zone 30. Mais le reste, il y a quelques cours peut-être accessibles en zone de partage. Et tout le reste, c'est du coton et du vélo, quoi. Hein. Donc, on peut aller très facilement d'un lieu à l'autre pour aller à l'école. Par exemple, les gamins qui habitent là, ils peuvent aller à l'école sans quasiment croiser de voiture. Frédéric, je peux te couper 2 secondes. Là, on voit des rues, etc. Tout ça, ce type de plan par grand bloc est aujourd'hui figé. Ça fait partie des choses qui sont maintenant… Alors, l'ossature générale, elle est calée puisqu'on est quand même en train de finaliser l'AVP là, qui est en cours de validation avec les services de la métropole. Parce qu'à un moment donné, dans tout projet, il faut savoir combien ça coûte, où est-ce qu'on met les choses, ou par quoi on commence, etc. Aujourd'hui, par exemple, les jardins tests qui sont installés à côté de Transfert, là, en lien avec l'activité culturelle mise en place par Pickup sur Transfert, ces jardins tests, ils feront partie des futurs jardins. C'est-à-dire que c'est pas juste quelque chose de provisoire, c'est du préverdissement en quelque sorte. Donc, il y a évidemment la structure de l'espace public, elle est figée, j'allais dire. Actuellement, elle est calée. Par contre, les îlots, il y a encore les îlots, il y a encore beaucoup de choses qui restent ouvertes, évidemment, sur les îlots. La manière de les fragmenter, la manière de les associer, la manière. C'est évident que sur ces questions de partage, il y a des questions de mutualisation entre promoteurs, entre opérateurs, il y a c'est des montages qui peuvent être assez complexes qu'on n'a pas encore pour l'instant calés. On attend aussi là-dessus des initiatives et des propositions. Voilà. Enfin, il nous semble qu'il faut que les opérateurs soient force de proposition. Les opérateurs ou d'autres acteurs d'ailleurs. Ça peut être des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est important aussi de dire qu'il n'y a pas que les acteurs d'immobilier ou des partenariats entre des acteurs associatifs, des organisations spontanées et des acteurs plus institutionnels ou plus entre guillemets professionnels, j'allais dire. Pour se figurer un petit peu sur ce plan, excuse-moi Frédéric, juste avant, si tu peux revenir 2 secondes sur les distances, on disait que le tram allait s'arrêter au niveau de l'épicerie. Moi, je ne la vois pas exactement. L'arrêt de tram, il est ici, là. Est-ce qu'on peut avoir une idée du temps à pied d'un espace à l'autre de la zone? C'est 10 minutes en tout? Plus loin, c'est à peu près entre 5, ça dépend à quelle vitesse on marche, 5 à 10 minutes. D'accord. 5 à 8 minutes. Donc de toute la zone, on est à 10 minutes maximum du tram? Oui, à peu près 10 minutes du tram. D'accord. Sachant qu'il y a aussi des bus, c'est-à-dire après, il n'y a pas rien ailleurs. Sur la rue de l'abbé Grégoire, il y a une desserte en bus, ne serait-ce pour desservir le Atout Sud. Là. Atout Sud est là, pardon. Le centre Leclerc, là, Atout Sud, tous les commerces sont sur la gauche de la diapositive. C'est aussi quelque chose d'important, ces histoires de réintégrer ce commerce périurbain dans l'offre de proximité du quartier. C'est pas incompatible avec la création de commerce sur place, mais c'est clair qu'il y a une offre commerciale qui existe déjà sur place. Alors, on poursuit, Frédéric. Sur la question des stationnements, en fait, on passe d'un modèle où il y a des grosses plaques de parking sur tous les îlots qui, entre parenthèses, empêchent radicalement de planter des arbres, en libérant le sol justement pour la végétation et en ayant des plaques mutualisées plutôt, et puis des blocs. Alors, dans le timing du projet, il y a différentes versions. Peut-être que je ne sais pas trop parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des stationnements qui sont intégrés complètement aux îlots et d'autres qui sont démontables. Ce qu'on voit ici, par exemple, avec les effets, l'idée, c'est de les mettre dans un premier temps, de les construire. Donc ça, on sait déjà que ça se fait. On a déjà des acteurs en face. C'est des choses qui existent. On sait combien ça coûte, etc. On a évidemment testé les choses. Parking démontable qui permettent de répondre à la question réglementaire dont parlait Mathias tout à l'heure, de dire qu'à un moment donné, il faut qu'on fabrique une offre de stationnement
suffisante dans les premières années, parce qu'au début, les gens, ils n'auront pas forcément quitté la voiture, et petit à petit, soit reconvertir ces parkings, soit les démonter et les remplacer par des îlots. Donc, on a fait toutes ces simulations-là, on a localisé les choses, et on croit beaucoup à ça parce que ça permet justement la résilience dont je parlais, c'est-à-dire qu'en fait, petit à petit, une adaptation d'un projet en fait dynamique. Voilà. Ce qui veut dire dès le début, par contre, que l'offre de stationnement, elle sera pas j'ai mon parking en bas de l'ascenseur. Ce que je voulais dire, on change complètement de type de produit et de manière de rapport à la voiture, quoi. Sachant que, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais parce qu'à chaque fois, je vois toujours, oui, mais bon, la voiture, on ne peut pas se passer de sa voiture. En fait, il y a plus des 2/3 des déplacements qui font quand même moins de 3 km, en fait. Il faut quand même le savoir. 3 km, c'est rien, c'est presque rien à pied. Ça se fait quand même un peu difficilement à pied. Par contre, en vélo, c'est que dalle, 3 km. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut quand même être sérieux, quoi. C'est-à-dire que la voiture, c'est quand même aujourd'hui un gadget, en fait, hein. C'est déjà un gadget. C'est un gadget dans la ville. Les déplacements se font sur moins de 3 km, ça veut dire que la voiture, elle sert déjà à rien, en fait, concrètement. C'est déjà un coût, une charge, en fait, qui, grosso modo, et puis on a tous les chiffres sur la voiture, si vous voulez. Un véhicule, en fait, il sert 5% du temps, quoi, voire moins. Enfin, je ne sais plus les chiffres. Vous achetez une bagnole, vous mettez 20 000 balles. En fait, cette bagnole, elle va servir par rapport à 24 heures, là, elle va servir 1 heure, par exemple, ou une demi-heure dans la journée, en moyenne, en fait. Donc, c'est quand même un luxe absolument invraisemblable. Donc, on croit beaucoup qu'il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'au début, les gens ont des voitures, ok, donc on les accueille, mais par contre, on se donne les moyens de pouvoir réduire cette capacité de stationnement dans le temps. Voilà. Ça pose toute une série de questions financières, de questions de qui paye quoi, de comment on partage en fait le service. Mais évidemment, c'est aussi ça qu'on attend dans cet atelier, c'est-à-dire de voir comment on fait concrètement pour répondre à ce principe qui, par contre, n'est pas vraiment là pour l'instant. Ce principe-là, on en est sûr, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est porté par le maître d'ouvrage et on est sûr que c'est ce qu'on va proposer. Je peux me permettre un complément juste en une phrase, hein, parce que je vois beaucoup de débats là-dessus en parallèle là dans le chat. Pierre-Yves nous a dit de pas trop regarder pour pas être déconcentré, mais si on revient à la diapo sur le stationnement, aujourd'hui, au niveau du plan local d'urbanisme, il y a toujours pour le logement, c'est pas le cas pour le tertiaire, hein, une obligation de construction d'un nombre de places de stationnement minimal pour le logement. On n'est pas encore dans une ville et dans un univers, un monde où on prévoit 0 place de stationnement par logement en disant voilà, c'est comme ça que ça doit aller. Donc, ce qu'on a fait, est-ce qu'on peut revenir à la diapo précédente? Pardon, enfin, je crois que je peux le faire. Oui, bien sûr. Oui, vous pouvez le faire aussi. Oui. On a pris les choses à l'envers. On a demandé à la maîtrise d'œuvre d'essayer de dimensionner en 2050 quel serait le nombre de places de stationnement absolument indispensables dans un univers de neutralité carbone. Parce qu'il y aura des voitures partagées, il y aura quand même quelques usages ponctuels où il y aura besoin de se déplacer un peu loin et il n'y aura pas une infrastructure de transport en commun extrêmement lourde. Ce qui compte, c'est aussi d'avoir la sécurité, même si on n'utilise jamais sa bagnole, d'avoir la capacité, si vraiment il y a besoin, d'avoir accès à une voiture. C'est ça qui est le truc à l'envers. Et donc, on a dimensionné en dur ces places de stationnement dites facteur 4. Et puis après, le reste, on se dit, si on veut être neutre en carbone en 2050, globalement au niveau français, eh bien, en théorie, ces places, elles n'auront plus lieu d'être. Donc, il faut qu'elles soient démontables ou réversibles. Voilà. Donc, on est obligé de s'inscrire dans cette notion de continuité et de transition vers un mode de vie différent. Alors, justement, on va regarder, et Frédéric, sur la prochaine slide, justement, les différentes options de parking que vous avez. Ça veut forcément dire qu'on change. Alors, c'est des expériences, d'ailleurs, on a des images de référence, donc ça a déjà été fait. On sait que ça existe, y compris en France. Ça veut donc dire que soit on a des parkings 100% démontables, donc il y a des gens qui savent faire ça aujourd'hui, des parkings qui peuvent changer de destination, par exemple la part de partage ou le toit devient sportif, ou etc. C'est-à-dire qui sont reprogrammables, ou des parkings adaptables entre du tertiaire et du logement. C'est souvent en termes de typologie, c'est toujours au mieux des bureaux parce que c'est plus épais, mais ça peut être aussi des logements si on est un peu inventif. Bon, ça veut dire que quand on les conçoit, c'est pas tout à fait évidemment le même produit au départ, mais en tous les cas, c'est des pistes. Il y a une partie qui est en rez-de-chaussée, en sous-sol ou semi-enterré traditionnel,
mais qui est complètement marginal dans le projet. Enfin, pas marginal, mais qui est minoritaire dans le projet, je dirais. Et pour répondre à certaines questions que j'ai vues, effectivement, il y a dans ce projet une inversion complète des surfaces affectées à l'automobile par rapport au mode doux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans 25% de surface pour le mode doux et 75% pour les voitures. Là, on inverse plutôt la proportion. C'est clair. Ça fait aussi partie des choix, en tous les cas, des décisions qui sont prises. Si on veut que les gens se déplacent différemment, il faut évidemment que ça soit confortable, sécurisé. J'ai entendu parler de la sécurité aussi dans les chats, ça va sans dire. Et puis des continuités surtout, parce qu'en vélo, par exemple, ou à pied, même à pied, aujourd'hui, par exemple, le quartier dans lequel on est, là, c'est pratiquement impossible de se déplacer. Donc, parce qu'on ne sait pas où on est, il n'y a pas de continuité. Enfin, c'est des choses un peu évidentes, mais qui sont déterminantes. Et puis la qualité, je reviens sur la question de la qualité des lieux, c'est-à-dire on longe des endroits qui sont habités, on longe des endroits qui sont paysagers. On n'est pas dans un no man's land comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, sur la rue de Bastille. La rue de Bastille, on peut se promener à pied, mais enfin, c'est glauque, quoi. Il y a quelques très jolies maisons, mais après, on voit des derrières de hangars avec, voilà. Donc, c'est quand même, c'est une approche globale quand même, hein, au final. C'est important de bien comprendre ça. Donc, il y aura bien des infrastructures, parce que c'était une des questions, des infrastructures de stationnement, que ce soit du stationnement vélo ou du stationnement voiture, il y a des infrastructures quand même qui sont prévues. Oui, oui, oui. Privé ou public, il y a eu un moment, et je crois que Mathias y avait répondu, mais c'est pas extrêmement clair. Ces infrastructures, elles sont privées, publiques? C'est pas encore calé. Différents montages sont envisageables. C'est une étude. On n'a pas encore lancé les consultations et ça peut faire partie des réflexions en atelier. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut absolument que les acteurs se mobilisent, parce que nous, moi je parle de mon expérience personnelle, on a essayé de le faire depuis 10 ans. Il y a 10 ans, on avait essayé de faire ça avec la Caisse des dépôts, d'une filiale de la Caisse des dépôts sur un quartier à Toulouse, avec la métropole, dans le même genre de choses comme ça, gonflées à l'hélium de la puissance publique. En fait, on n'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à préfinancer un parking pour que les opérations qui arrivent ne soient pas obligées de faire du sous-sol. Ça n'a pas marché. Donc, c'est pour différentes raisons, et pas uniquement financières d'ailleurs. C'est plutôt juridique, c'est plutôt des questions. En fait, en réalité, souvent, c'est pas un problème d'argent. C'est un problème juridique, c'est un problème de comment on s'organise, c'est un problème de gouvernance finalement et d'organisation des acteurs. Et donc, moi, je suis assez persuadé que ces questions d'usage aujourd'hui, c'est plus des questions sociologiques, parce qu'en fait, les gens, ils sont prêts à changer de mode de transport. Ils ne rêvent que de ça, y compris ceux, et c'est pas une question que bobo, en fait. Je suis pas d'accord avec cette version-là des choses. Et c'est pas une question d'argent, surtout dans des contextes comme Nantes ou Bordeaux ou Toulouse, etc., où il y a un appui de la puissance publique qui est quand même assez fort avec des aménageurs qui font leur travail. C'est un problème d'organisation, de calage dans la durée, de relations contractuelles, de responsabilité. Alors, c'est très paradoxal parce qu'à l'heure où on baigne dans le numérique et où normalement on est censé, avec un badge, pouvoir se balader partout en étant parfaitement identifié, avec toutes les questions j'allais dire, de protection de données que ça peut poser, bizarrement, on n'est pas du tout capable aujourd'hui d'organiser ces choses-là de manière sereine, adaptable. Donc, c'est un énorme effort à faire et je pense que ça fait partie des travaux à mener dans les mois qui viennent pour arriver à construire des offres qui soient solides et qui soient crédibles, voilà, que ce soit du public, du privé. Je pense qu'il y a forcément des partenariats à construire. Voilà, il y a Sylvain Grisot qui nous donne une piste là sur des acteurs privés qui miseraient sur le temps long. Donc, ce sont certainement des choses sur lesquelles vous allez travailler. Moi, je voudrais qu'on commence cette séquence de questions-réponses sur quelque chose qui me semble être vraiment un point dur. C'est qu'on a ce territoire qui est conçu d'une façon systémique autour de la ville bas carbone et résiliente.
où il y a des choix radicaux sur les mobilités. Et Frédéric, il faut qu'on dise mobilité active et pas mobilité douce. Hein. C'est les termes aujourd'hui consacrés parce que les gens se dépensent quand ils font du vélo ou quand ils marchent à pied. C'est les remarques qu'on nous a fait. Je crois que c'est le terme qu'a utilisé Frédéric, mais je me trompe peut-être. Je dis les deux parce que… Oui. La question qu'on se pose, c'est si on doit aller à Saint-Herblain travailler, il y aura des gens sur ce territoire qui seront à cette fameuse zone à Saint-Herblain où il n'y a ni bus, ni rien, ni tram, ni rien du tout. Ils font comment pour y aller? C'est difficile de prendre le périph' en vélo, d'aller prendre le pont de Cheviré à vélo. Bon, c'est pas tellement envisageable. Donc, on imagine comme ça qu'il y a une grande proportion de gens qui ne pourront pas aller au travail avec les modes actifs. Et Marika Frenette précisant, mais en fait, Nantes n'est pas encore une ville vélo compatible. Il y a encore beaucoup d'investissements à faire pour qu'elle devienne compatible. Et donc, est-ce qu'on ne sera pas un peu en avance de phase, en rupture par rapport au reste de la ville? Mathias, je pense que cette question, elle te concerne en tant qu'aménageur qui a une vision sur la ville complète. Oui, alors, il faut être très clair. L'aménageur, il intervient sur un périmètre donné. Voilà, il y a une concession d'aménagement là qui fait environ 200 hectares, une première ZAC multisite de 58 hectares. Voilà, donc une surface avec des limites. Après, il y a tout un tas d'opérations d'aménagement sur d'autres secteurs. Je pense au Bas-Chantenay, à l'île de Nantes, etc. Plus des investissements en termes d'infrastructures, mais pas uniquement. En termes aussi, il faut penser beaucoup au soft aussi. Hein. Tout le travail de la métropole sur les mobilités douces, les plans de déplacement d'entreprise, etc. Les réflexions qui sont portées au niveau des directions générales d'entreprises privées sur la transition des mobilités. Je le disais au début dans l'intervention d'introduction, les questions environnementales, elles sont systémiques, elles concernent un très, très, très grand nombre d'acteurs et chacun apporte sa pierre à l'édifice et je ne veux pas faire la métaphore du colibri, pitié, quoi. Mais il y a de ça. Voilà, tout ce que je peux répondre, c'est ça. Et je sais, en tout cas, lorsqu'on développe le dossier Pierre-Mille-les-Îles, on l'a présenté rapidement en termes de diapo, l'infrastructure cadre au droit de Pierre-Mille-les-Îles est quand même jusqu'à une distance donnée importante, hein. Elle est présente pour une bonne part des besoins, pas tous, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut quand même une présence d'une voiture pour ceux qui ne peuvent pas, pour une raison X ou Y. Voilà, qu'est-ce qui se passe la nuit? Je ne sais pas. Ma femme accouche dans la clinique à Saint-Herblain, on est en pleine nuit, les transports en commun ne tournent pas, il pleut des cordes et on ne va pas prendre le vélo. Il faut toujours des solutions diversifiées. Donc, à ce titre-là, nous, en tant qu'aménageurs, on se tourne vers la métropole. La métropole a une politique de déplacement qu'elle va déployer sur 2 décennies. Voilà, chacun agit à son échelle et on doit bien vérifier que ce qu'on propose sur Pierre-Mille-les-Îles n'est pas effectivement déconnecté s'il n'y a pas un manque à une échelle supérieure, qu'on ne soit pas dans une plaque extrêmement bien fonctionnelle et desservie avec une sorte d'île, mais aujourd'hui, je peux vous garantir que l'offre adjacente, elle sera à niveau, en tout cas pour notre projet. Florian, j'ai l'impression que tu voulais répondre aussi à cette question-là. Oui, c'était déjà pour dire qu'en fait, pour moi, c'était pas la bonne question. C'est-à-dire que si on focalise à chaque fois sur le cas qui marche pas, en fait, on n'avance pas. Et moi, je suis très focalisé sur l'idée de dire que la transition, c'est l'imperfection. C'est accepter le fait qu'on va pas y arriver tout de suite, que ça va prendre du temps et qu'on est en train de faire des changements qui sont tellement structurels que on va échouer, on va avoir des moments où ça va pas marcher. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on l'intègre, sinon on est toujours en train de se dire, et on le voit un petit peu dans le chat, il y a des moments où il y a des gens qui disent oui, mais ça marche pas. Et en même temps, les gens commencent à parler d'amélioration. Et en fait, on voit que c'est ce processus-là qu'on essaie de créer à Pierre-Mille-les-Îles. C'est-à-dire que, et je pense que Frédéric l'a bien dit, et je pense qu'on est vraiment raccord là-dessus, ce qu'on veut, c'est donner les moyens d'être en accord avec les objectifs climatiques et de donner envie. Et en fait, là-dessus, je pense que la question notamment du vélo et du piéton, elle est fondamentale parce que la grosse différence entre une ville qui se pense par la voiture ou même par les transports en commun, c'est que c'est une ville continue. C'est-à-dire que quand vous êtes à pied ou à vélo, vous avez besoin que chaque morceau de la ville soit agréable et que vous ayez envie de le parcourir dans tous les sens. Quand vous pensez par un métro ou par un bus, vous n'avez qu'une seule porte d'entrée. Quand vous êtes en voiture, vous vous moquez de l'espace qu'il y a entre les deux. Il peut être dégueulasse. C'est pas grave, vous arrivez à un endroit. Et une fois qu'on aura des personnes qui se mettront à vivre de cette manière-là, c'est-à-dire qui auront une capacité à vivre dans un rayon hyper restreint l'essentiel de leur fonction et qu'ensuite s'élargiront plus progressivement pour qui aller à l'hôpital, qui aller une fois par mois, je ne sais où.
Là, en fait, ça donnera envie et ça donnera aussi des clés économiques. Frédéric l'a bien dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous voyez une famille qui arrive à vivre avec seulement 2 vélos et une voiture qu'elle loue hyper ponctuellement, à un moment, c'est moins cher. C'est-à-dire que c'est des gens qui font des économies. Et ça va donner envie. Et donc, ça peut permettre aussi de sortir de la vision, notamment dans le choix du logement, de se dire, je choisis mon logement à côté de la bretelle de l'autoroute, à côté de la sortie de métro, à côté de l'arrêt de tram, parce que je raisonne uniquement par les infrastructures, plus que par, on va dire, une ambiance de quartier et une logique de proximité. Mais vous faites des paris, Florian. Un des paris, c'est une tendance vers la mobilité active. Mais il y a d'autres paris, et il y en a qui viennent de le souligner en nous disant, mais peut-être que la tendance, c'est la mobilité électrique et la voiture électrique, et que les gens vont continuer à vouloir écouter leur autoradio le matin. Il faisait 3 degrés ce matin à 2 roues, c'était plus compliqué de le faire à 2 roues qu'en voiture. Et donc, est-ce que Pierre Milesi va pas aller ne fait pas un pari qui ne va pas se vérifier avec le long terme? Aujourd'hui, déjà, on a du mal à faire tourner l'équation carbone pour qu'elle tienne les objectifs climatiques. Donc, ça veut dire que moi, j'ai pas le sentiment de faire un pari dans cette équation-là. C'est-à-dire que il y a un côté où j'ai aucun scrupule à être très ambitieux quand on voit les désordres qui peuvent arriver derrière et qu'ils arrivent vite. On le voit en ce moment. Après, j'ai pas de certitude sur quel est exactement le mode. Par contre, je pense que l'attitude de proposer, de tester, d'assumer d'être dans l'imperfection et dans la transition, elle va forcément apporter des solutions, même si aujourd'hui, on ne sait pas encore lesquelles elles sont. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois qu'on fait tourner un petit peu l'équation, que ce soit sur le véhicule électrique ou encore plus sur le véhicule autonome, on a à chaque fois des questions d'effets rebonds qui sont dramatiques, où on voit bien que c'est pas une solution qui peut être juste embrassée comme ça. Donc évidemment que ça fait partie de la solution. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans le chat, là, on voit vraiment que plein de gens interviennent sur plein de sujets différents. Et moi, je suis tout à fait convaincu que c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est-à-dire que il n'y a pas un levier magique qui est le véhicule électrique ou le véhicule autonome et que du coup, après, on peut se laver les mains de tout le reste. Je pense que tous les sujets, tous les acteurs sont hyper importants. Et à chaque fois que je travaille la question de la transition, ça m'amène à ça. C'est-à-dire que quand on a écrit un bouquin là, sur la transition énergétique des territoires avec Ariela Masbounji, on a regardé ce que faisait chaque acteur. Et il n'y a pas d'acteur qui est plus important que l'autre. Il n'y a pas d'actions qui sont plus importantes que l'autre. Parce qu'en fait, on voit que pour y arriver, il faut absolument qu'on les fasse tous et qu'on s'en tous en même temps, c'était pas dans les 10 prochaines années. Donc là-dessus, il faut l'assumer, il faut chercher le côté systémique et assumer aussi le côté désorganisé. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des gens qui vont aller plus vite sur un endroit. Peut-être qu'à Pierre-Mille-les-Îles, on sera plus raccord avec certains objectifs climatiques à un moment que dans d'autres parties de Nantes, mais ça les emmènera. Peut-être qu'à l'inverse, on fera des choses un peu aberrantes et qu'il y a des choses qui sortiront dans l'existant. Il faut qu'on accepte ce jeu-là, je pense qu'il fait partie de la transition écologique. Alors, on va passer maintenant un peu aux différents questionnements. C'est Florian qui va reprendre la parole là, sur les différents questionnements. Mais j'aime bien le dernier propos de Marika Frenette qui est en train de nous dire qu'en fait, on est aussi un peu des pionniers. On ouvre une voie. On a aussi Annie-Claude Thiola pour Place au vélo qui nous a dit que on va dans le sens de ce qui est aujourd'hui privilégié aussi sur la métropole. Donc, on ouvre une voie. J'ai bien compris que tout ne sera pas raccord complètement immédiatement, mais que cette voie-là, elle va entraîner aussi des nouveaux comportements. Marika Frenette précisant si 15% des habitants sur les 3000 logements ont évolué, ça fait déjà 6000 personnes. Donc, ça fait du monde qui peut influer un nouveau comportement. Florian, on passe à la suite. Alors, la suite, en fait, c'est les sujets des différentes tables rondes, des ateliers qui vont avoir lieu. Je redis, on a 120 participants actuellement, mais on a 60 personnes qui sont invitées à participer aux ateliers suite à des candidatures. Je précise qu'il y a eu un appel à candidature qui a été lancé il y a maintenant 1 an. On a analysé vos candidatures et c'est 60 personnes qui ont répondu, qui ont été choisies pour participer aux ateliers. Mais de toute façon, y compris les gens qui n'ont pas participé ou qui ne participeront pas aux ateliers, ils auront les rendus. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux, des questions qu'on se pose ou des questions qui vont être posées tout à l'heure aux différents ateliers?
À toi la Alors, parole, Florian. Vous l'avez compris, notre attitude, c'est de poser la question du comment on pourrait faire. C'est pour ça que chaque atelier commence par l'idée de comment pourrions-nous, et là se déclinent donc 8 questions qui vont être traitées sur 9 tables, donc chacun ira dans un chat. L'idée là, c'est de les parcourir rapidement pour que vous sachiez déjà de quoi on va parler, mais aussi de quoi vous n'allez pas parler dans votre atelier, pour qu'on ne puisse pas rejouer, mal se mélanger, on va dire. Et puis, pour que vous sachiez aussi que vous pouvez aller chercher les résultats de ces ateliers par la suite. Le premier sujet, c'est comment pourrions-nous rapprocher les lieux de travail et les lieux de résidence. Donc, il est vraiment dans cette idée de la démobilité qu'on évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut faire qu'on ait moins de besoin de mobilité, peu importe comment on se déplace, mais comment on arrive à le réduire fondamentalement. On s'attaque ensuite à la question du stationnement. Comment pourrions-nous proposer un modèle de stationnement optimisé et contraignant? On a déjà, nous, des idées d'action. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a 1, 2, 3, 4, 5 actions. C'est des systèmes qui sont dans le projet de transition. Aujourd'hui, ils vous sont soumis. On vous propose de travailler avec ça. Évidemment que derrière, il pourrait y en avoir d'autres et qu'elles pourraient être amendées dans leur contenu. Celui-là donc, va être très focalisé sur la question du montage et de la solution autour du stationnement. Comment pourrions-nous favoriser la pratique du vélo? Là, je pense que ça illustre bien l'attitude, c'est-à-dire que, en fait, une fois qu'on a dit qu'on voulait beaucoup de vélos, on fait comment, quoi? C'est-à-dire que quand on cherche la massification, c'est-à-dire que nous, on sait dessiner des locaux vélos et des stationnements vélos, ça, c'est pas la question. La question qu'on vous pose, c'est comment on arrive à franchir une étape beaucoup plus importante qui donne envie, qui généralise et qui fait du vélo quelque chose de massifié. Comment offrir un panel de services de mobilité? Une fois qu'on a très focalisé sur des choses très dimensionnantes comme le stationnement ou le vélo, on sait bien qu'on a besoin d'une offre de services complémentaires. Et aujourd'hui, on réfléchit à des solutions de services, notamment liées au commerce, à la question d'un kit pour les nouveaux arrivants, et comment on coordonne ces sujets-là, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les services à la mobilité, c'est un sujet de coordination entre le public et le privé, qui est aujourd'hui plutôt dans une logique de cacophonie que dans une logique de stratégie. Et donc, on voudrait investiguer dans cette table-là ce sujet-là. On voudrait se poser la même chose ensuite sur la question de la logistique, comment mettre en œuvre une logistique urbaine à faible impact environnemental. On sait que ça devient un sujet crucial. Et dans le sujet Nantes-Sud, où se pose la question de l'arrivée d'Amazon, on est au cœur du sujet. Donc, il faut qu'on arrive à trouver une solution sur qu'est-ce que ça implique sur un quartier à l'échelle de famille, qui, je le rappelle, est assez important. Et ensuite, comment proposer des services accessibles à tous pour les besoins du quotidien. Donc là, on est sur une échelle de démobilité, on va dire, plus petite que celle qu'on avait évoquée au tout début, et sur la question des consommations, c'est-à-dire comment on arrive à trouver la spatialisation, la localisation de tous les services dont on pourrait avoir besoin, sachant qu'aujourd'hui, la tendance, elle est quand même si on est sorti un petit peu du zonage, à produire d'abord du logement et du bureau et à avoir du mal à utiliser les rez-de-chaussée. Et donc, il y a eu un travail initial d'Alphaville qu'on voudrait enrichir avec vous sur l'utilisation des rez-de-chaussée. Et enfin, comment accompagner au changement de comportement les habitants et usagers une fois les projets livrés? Ça, c'est une question qui nous semble fondamentale. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut proposer, on sait qu'on peut offrir des solutions, mais on sent bien que dans ces grands changements qu'on a évoqués, il y a un sujet d'accompagnement, de mise en capacité, d'ajustement. Et là-dessus, on se dit qu'il faudrait pouvoir suivre, évaluer, qu'il faut ensuite pouvoir sensibiliser, qu'il y a des outils. On a notamment identifié les démarches de plan de déplacement entreprise pour les entreprises, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres sujets. Il y a ce sujet aussi autour de l'énergie qui est encore un peu devant nous. Et l'idée, c'est de pouvoir développer ce sujet-là. Je crois que c'était le dernier, c'est celui-là, le dernier. Et enfin, comment pourrions-nous réduire l'impact environnemental de notre vie quotidienne sur le quartier, donc à la fois sur la question énergétique à l'échelle des logements, enfin des bâtiments et du quartier,
de la consommation. Ça, c'est une question qui nous intéresse énormément parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, être capable de consommer différemment, c'est un vrai sujet carbone et qui n'est pas forcément évident à faire. Et comment on anticipe des sujets, notamment énergétiques. Aujourd'hui, c'est une réflexion qui est un peu embryonnaire chez nous, mais on aimerait pouvoir proposer une offre fibre Wi-Fi collective partout pour réduire les besoins en 4G ou en 5G. Faciliter l'émergence de structures d'aide aux pratiques éconumériques, donc ça qui relève à la fois de l'économie d'énergie, mais aussi des pratiques sociales liées au numérique. Donc voilà, chez nous, c'est des choses qui sont un peu embryonnaires, qu'on a moins travaillé et sur lesquelles on aimerait un peu avoir des positionnements d'acteurs. Merci beaucoup, Florian. Alors, il y a quelques réactions dans la salle, mais à cette étape-là, ce sont les ateliers qui vont commencer à y répondre. On a eu une remarque sur l'intégration des aînés, une remarque sur le click and collect, qui est vraiment d'actualité en ce moment, mais certainement pour le long terme. La question de la logistique, dont on a peu parlé depuis tout à l'heure, mais qui est importante, et la question du dernier kilomètre, la mutualisation du numérique. Mais avant d'aborder tout ça et avant de passer aux ateliers, je pense que c'est important que Cédric Lefebvre, qui a une mission de Nantes Métropole Aménagement, nous dise un petit peu quel est le modèle économique qu'on peut imaginer à long terme sur cette zone pour tous les services et les usages que l'on va offrir ou vendre aux personnes qui vont y vivre. Alors Cédric, merci de nous avoir rejoints. En quelques mots, comment est-ce que vous avez commencé avec Lefebvre Immobilier à imaginer ce modèle économique ? Alors bonjour à tous. Le point en fait d'intérêt pour nous en fait, c'est de réussir à confronter les idées en fait que les uns et les autres ont à travers en fait la conception du quartier avec les expériences en fait que beaucoup d'entre vous en fait avez vécues sur différents territoires et de mesurer d'un point de vue très concret les conséquences en fait des choix ou des orientations qui seront faites pour économiquement en fait réussir à faire que à la fin ce projet en fait de service collectif à apporter en fait au quartier dure en fait et soit donc accepté en fait par les occupants, que ce soit les bailleurs sociaux ou les différentes catégories en fait d'utilisateurs tertiaires ou en habitat libre. Il faut qu'on arrive concrètement à ce que les services nouveaux qui ont un besoin, un intérêt, puissent être acceptés économiquement par les utilisateurs. Donc, dans les ateliers qui vont avoir lieu tout à l'heure, il est recherché en fait chez les uns et chez les autres des pistes qui permettent de trouver des solutions pour réussir à faire des économies tout en amenant du service, ce qui est le seul gain, enfin comment dire, la seule chose pour nous qui permettra en fait de faire perdurer en fait l'esprit des pas de côté dans la vraie vie de ce quartier et durant en fait toute la durée de construction en fait du projet, quoi. Mathias, le mot de la fin de cette première étape-là, je te voyais être d'accord avec Cédric sur ces points-là. Est-ce que tu as un mot à ajouter ? Oui, alors c'est pour rebondir par rapport à l'intervention de Cédric. Je crois que le mot de la fin et la transition avec la phase suivante, je te le laisserai parce qu'il y a un aspect assez technique et stratégique pour lancer les nombreux ateliers là qui vont prendre la suite. Vous voyez, il y a eu dans les discussions là pas mal, il y a eu l'idée que c'était utopique, des choses comme ça. Il faut savoir que le fait d'investir dans l'ingénierie de notre maîtrise d'œuvre ou de faire appel par exemple à CETO, à l'expertise du cabinet Lefebvre pour dégrossir un certain nombre de sujets économiques, mais aussi juridiques et de montage, c'est la question de la pérennité et de l'atterrissage d'un projet qui se veut très ambitieux dans une réalité concrète, durable, pérenne. Et à la fin, les questions elles sont extrêmement simples. C'est combien je suis prêt à consentir chaque mois pour me payer un service qui me permet d'avoir un mode de vie décarboné, par exemple. Est-ce qu'il est juste que j'ai à payer cela et est-ce que tout le monde paye en fonction de ses besoins? Est-ce que quelqu'un n'est pas défavorisé? Donc, ces questions-là, elles sont fondamentales et elles touchent toutes les questions qu'a abordé Florian derrière. Donc, on les a en tête et on aimerait bien, c'est pas uniquement le sujet des ateliers tout à l'heure, il y a aussi les questions de fond, de qu'est-ce qu'on propose, etc. Essayez au maximum, c'est ce que j'aimerais que vous fassiez si vous pouvez, il n'y a pas que ça à faire dans l'atelier, hein.
de vous mettre dans la posture là, du futur professionnel potentiellement appelé à intervenir sur un projet en vous disant ah, dans le passé, je sais que ça a cramé sur ça, ça, ça et ça. Professionnellement et concrètement, qu'est-ce qu'il faut penser, ne pas oublier, y compris sur les sujets bassement économiques, bassement juridiques sur un projet comme celui-ci. Merci beaucoup à tous pour ce temps d'échange. Alors effectivement, si le PowerPoint peut revenir, parce qu'il y a 9 tables qui vont être listées là maintenant pour les différents comment pourrions-nous, que pour Frédéric Bonnet, nous à Novabile, on appelle des CPN. Hein, donc, alors normalement, chacun des invités sait à quelle table il doit se rendre. Donc, vous avez dû recevoir un lien Teams pour la table 1, la table 2, la table 3, etc. etc. C'est un lien qui est non interchangeable. Normalement, on ne doit pas avoir d'intrus et de passagers clandestins. Maintenant, tout est possible avec le monde numérique. Il peut y avoir des interférences. Alors, comme j'ai pas devant, vous n'avez pas devant les yeux le PowerPoint, voilà, il arrive avec les différentes tables. Donc, vous avez là les 9 sujets. Normalement, vous devriez vous y retrouver et vous avez déjà reçu des liens. Et je dois vous indiquer qu'à chacune de ces tables, vous allez avoir un scribe animateur qui va accompagner, faciliter la prise en note de tout ce que vous allez, ce sur quoi vous allez échanger, avec un avertissement qui est, enfin, une alerte que nous a faite Marika Frenette et qui me semble à conserver et à regarder de près, du fait notamment de son expérience, c'est que on ne peut pas en 1h30 résoudre tous les problèmes des usages. C'est une première étape. N'hésitez pas à revenir vers nous et notamment vers notre métropole aménagement pour poursuivre les échanges là-dessus. C'est certain. Et puis, il y a une question qui nous a été posée, enfin, ou une affirmation qui a été faite par Patrice Lecoq qui me permet de faire un peu la conclusion de la matinée et vous ouvrir les chakras pour la suite. C'est que les besoins, ça ne se décrète pas. Donc, on est dans une phase de déclenchement. On essaie d'imaginer, à la fois, on imagine les besoins qui existeront sur cette zone et on va essayer d'enclencher un certain nombre de besoins. Donc, ça ne se décrète pas, mais ça s'enclenche. Et donc, on va vous demander une contribution pour pouvoir enclencher tous ces besoins. Très important, on va vous laisser ce slide-là pour que vous puissiez prendre en note. Si vous êtes affecté à la table 1, 2 ou 3, vous avez Juliette Lavis qui est à votre disposition. Vous avez son numéro de téléphone portable et son mail. Elle est là actuellement dans l'équipe de Novabile sur le plateau prête à vous répondre. Si vous êtes à la table 4, 5 ou 6, c'est Laura Duboc avec aussi son mail et son numéro de téléphone mobile. Et puis à la table 7, 8 et 9, c'est Léa Godin avec le téléphone fixe de Novabuild et son adresse mail. Donc, elles sont là pour vous accompagner, rejoindre. N'ayez aucune crainte à dire moi, ça fonctionne pas, j'ai cliqué sur le truc et ça marche pas. Ça nous est tous arrivé et c'est assez normal. On va essayer de démarrer. On se donne les 5 minutes qui viennent d'un peu de battement pour que chacun aille rejoindre sa table. Et puis, je crois qu'avec Mathias Trouillot, Frédéric Bonnet, Florian, eh bien, on passera de table en table, un peu comme si on était à la Cité des Congrès, ce qui était le lieu imaginé au départ, à vous écouter et peut-être à participer aussi aux échanges. Eh bien, merci pour tout cela et bons échanges.